Bon, bah ça a l'air de pas marcher, hein. Ah, ça y est. On attend notre modérateur qui puisse se reconnecter. On a eu un petit problème technique. On va reprendre dans une minute. Mais en tout cas, vous nous entendez quand on parle là. Hein? Ça y est, je suis arrivé. Voilà, on est tous présents. Désolé pour ces petits problèmes de lancement. Donc on va recommencer, ça nous a fait un petit essai. Alors bonsoir à tous et bienvenue sur ce grand live Disclose, le premier de l'année. Comme vous le savez, en raison de la situation sanitaire, nous ne pouvons malheureusement pas nous rencontrer comme on le fait d'habitude en direct et en réel. Ça ne nous empêche pas d'organiser ce premier grand live qui est donc consacré à l'enquête toxique sur les essais nucléaires français dans le Pacifique. Nous allons échanger pendant 1h30 avec Thomas Status, le journaliste de Disclose qui a travaillé sur l'enquête, Sébastien Philippe, enseignant-chercheur et ingénieur au sein du programme Science and Global Security de l'Université de Princeton, co-auteur aussi de l'enquête toxique. Avec nous en plateau également Sylvana, qui est architecte spécialisée en modélisation 3D au sein du collectif Interprète, qui est donc partenaire de cette enquête et qui est un collectif spécialisé dans l'analyse criminalistique environnementale. On y reviendra plus tard. Nous recevrons aussi en fin de live l'avocate Cécile Labruni, qui représente depuis plusieurs années des vétérans des essais nucléaires qui ont participé donc aux essais en Polynésie française. Vous pourrez tout au long de la soirée nous contacter, nous écrire, nous poser des questions via le chat qui vous permettra après de les répercuter aux journalistes et aux auteurs présents. 2000 pages d'archives, des heures de calcul scientifique, des dizaines de témoignages pendant 2 ans. Disclose en partenariat avec Interprète a enquêté sur les essais nucléaires atmosphériques qui ont eu lieu en Polynésie française entre 1966 et 1974. 50 ans plus tard, il en reste un héritage empoisonné, toxique, comme le nom de cette enquête que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de Disclose et également en librairie depuis mercredi dernier sur le livre du même nom des deux auteurs, Sébastien et Thomas, aux éditions Presse universitaire de France. Alors pour se mettre un peu dans l'ambiance de l'époque, de ce que représentaient les essais nucléaires en Polynésie dans les actualités françaises, on va regarder un court extrait de ce que ça donnait au JT à l'époque sur les premiers essais. Je vais vous partager donc cette vidéo tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Papette reste toujours aussi fier de ses autobus de légende. Hormis le nombre des militaires qui a augmenté, le seul signe apparent de changement
semble bien être une motorisation très poussée de la va-inée. Compte tenu de cette accélération du rythme de vie, il apparaît que l'explosion de Mururoa, qui devait se produire à 1200 km de là, n'a eu aucune prise sur le moral de l'homme de la rue. Compte tenu de cette accélération du rythme de vie, il apparaît que l'explosion de Mururoa, qui devait se produire à 1200 km de là, n'a eu aucune prise sur le moral de l'homme de la rue. L'homme de la rue pense que toutes les précautions ont été prises, et comme les Européens sont comme les métropolitains sont comme eux, restent à Tahiti, ne s'enfuient pas de Tahiti, n'est-ce pas? Ils ont confiance. Et pensent vraiment que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait rien à Tahiti. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Vraiment, ils n'ont pas peur. Les transports aériens continuent d'amener leurs cargaisons habituelles de touristes étrangers. Les touristes américains, notamment, ne semblent pas s'être inquiétés des expériences nucléaires. L'élément féminin domine nettement. Aurait-on fait courir le bruit que les va-inés se faisaient rares? Le trafic du port de plaisance de Papeete augmente. Les yachts battant pavillon américain, australien, anglais ou néo-zélandais se bousculent. L'encombrement de Saint-Tropez n'est pas atteint, mais on est sur la bonne voie. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares. Alors, on se retrouve après cette... On se retrouve après ces extraits. Vous m'entendez toujours. Désolé, il y a eu un petit problème de son au milieu du sujet qui a été rétabli. Alors, comme vous l'avez vu, son des guitares, images paradisiaques de plage, à en croire la propagande de l'époque, les essais sont sans conséquence pour la population. Thomas, première question. Qu'est-ce que c'est la population des essais nucléaires à l'époque? Combien de personnes sont concernées par cette question? C'est ça ta question? Alors, non, qu'est-ce que connaît la population de Tahiti des essais nucléaires à l'époque? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait aussi en métropole? Alors, il y a évidemment, nous l'archive qu'on a pu obtenir montre qu'il y a une connaissance assez précise de la part de l'état-major, évidemment, et des gens qui sont à la tête des essais nucléaires, de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en détail, on sait que il y a des campagnes, il y a des prévisions qui sont faites pour ces campagnes d'essais nucléaires. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on descend dans la chaîne, finalement, on a une connaissance de moins en moins grande de ce qui va se passer, puisque jusqu'aux populations polynésiennes, à qui, effectivement, comme tu disais, Geoffrey, dans ton lancement, c'est vraiment toute la propagande de la bombe propre, c'est-à-dire l'idée que la radioactivité va être limitée à des distances tout à fait respectables de Mururoa, et que finalement tout ça est circonscrit. Alors il est circonscrit à la fois pour les militaires dont on dit qu'ils sont à plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres de distance de l'explosion, et que donc de ce fait il n'y a pas de conséquences. D'ailleurs, on distribue des notices, même à ces militaires, où on explique que passé 90 secondes et le flash de l'explosion et les retombées immédiates, en fait, il n'y a plus de radioactivité, et tout ça est parfaitement maîtrisé. Et du côté, effectivement, des populations civiles et des îles les plus frappées, on explique effectivement que tout est sous contrôle, qu'on va construire, soit qu'on va construire des bâtiments pour les protéger, soit qu'on a tout prévu, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de conséquences dommageables pour eux. Ok, alors ce qu'on voit dans ces extraits qui sont assez parlants, c'est
c'est que l'on vante des essais propres. La France va très rapidement dans ces années-là. Quelques années plus tôt, les essais nucléaires avaient lieu en Algérie. Ils ont été décidés ensuite, suite à l'indépendance algérienne, d'être transférés en Polynésie française par décision du président Charles de Gaulle. Ce qu'on ressent à travers ces vidéos, c'est que le mensonge, il débute dès les essais. Il est lié aux essais. Et ce mensonge, Thomas, il dure depuis plus de 50 ans. Pourquoi un tel secret entoure les essais nucléaires? Parce que, après, je pense que Sébastien Philippe, mon charmant co-auteur avec son pull moutarde, répondra plus précisément que moi sur la question, on va dire, de l'histoire des essais nucléaires. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait que, et ça c'est des mots de plusieurs hauts fonctionnaires, alors qui n'étaient pas en poste en 1960, qui nous l'ont dit, c'est-à-dire c'est l'arme absolue. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme on l'écrit dans le livre, avec ces armes-là, le monde entre dans une ère de vulnérabilité totale, et c'est des armes qui potentiellement peuvent tout détruire. Et donc, à arme absolue, coïncide secret absolu. Après, il y a aussi, il faut rajouter qu'à cette époque-là, c'est un dessin politique assez fort de la part de Charles du général de Gaulle de mettre en place effectivement cette bombe atomique pour s'asseoir à la table des puissances. Et donc, de fait, effectivement, il y a une volonté de cacher assez rapidement les conséquences des essais pour évidemment les poursuivre. Un exemple qu'on donne dans le livre, c'est celui évidemment du 2 juillet 1966, où en fait, tout de suite, après le premier tir qui s'appelle Aldébaran, qui se déroule le matin, il y a un nuage qui touche l'île de Mangareva dans les Gambiers. Et effectivement, là, assez rapidement, il y a un rapport qu'on a pu obtenir qui est assez connu, où le médecin en chef de l'expédition qui était censé aller voir s'il y avait eu de la contamination explique quand même qu'il faut minimiser la contamination pour ne pas perdre la confiance des populations civiles. Encore une fois, cet exemple, il est symptomatique parce que c'est le premier essai en Polynésie française. C'est le 2 juillet 1966, donc c'est le premier essai, et ce rapport est daté, je crois, du 7 juillet ou un petit peu plus tard. Donc ça veut dire que tout au début de la campagne des essais atmosphériques, cet élément évidemment de dissimulation était évidemment quelque chose qui était complètement présent. Ok. Et ce que on a du mal souvent à imaginer, c'est ce que c'est un essai nucléaire. Nous, on l'a découvert aussi, alors peut-être pas Sébastien, mais pour la plupart, en fait, jusqu'à peu de temps, il y a eu très peu d'images de ce que sont des essais nucléaires. Donc, pour vous remémorer ça, on va vous diffuser une courte extrait donc des archives de la défense, des archives vidéo. Vous allez pouvoir voir un des essais nucléaires parmi les 46 qui ont été tirés en Polynésie sur l'atoll de Mururoa. Donc on vous relance une vidéo avec le son. Lundi 15 juillet, 9h locale, l'engin Castor est tiré. Alors, on vient de le voir, voilà un peu un exemple de ce qu'est un essai nucléaire atmosphérique. C'est quand même impressionnant, Thomas, quand on voit ces explosions qui déchirent le ciel, ce nuage qui s'en dégage. On imagine la puissance de la bombe, et donc ce sont ces nuages, si je comprends bien, qui sont dangereux, qui peuvent être dangereux pour la population, pour l'environnement. Alors, je pense qu'on n'a pas le son, Thomas.
Alors, on va remettre Thomas. Désolé pour ces petits problèmes, c'est nos premiers tests de Grand Live Disclose en direct. Attendre que Thomas se reconnecte. Thomas, tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler? C'est maintenant la question. Alors, regarde sur ton écran si tu n'as pas coupé le son. Alors, on te reconnecte. Ah, bah voilà, on t'entend. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend un peu trop, mais... Ah, pardon. Non, bah, alors désolé, j'avais beau cliquer sur l'icône, ça marchait pas. Donc tu disais, ce sont les nuages qui sont les plus dangereux pour les humains, c'est ça? Alors. On voit ces nuages et on imagine que c'est ceux-là qui représentent la dangerosité de ces essais nucléaires. Ouais, c'est principalement ça, mais c'est à vrai dire même les particules qui composent les nuages. C'est-à-dire qu'en fait, une explosion, il y a un nuage qui en découle et qui met aussi en suspension tout un tas de particules qui sont issues de l'explosion. Alors ces particules, elles montent plus ou moins haut, elles retombent plus ou moins loin. En fonction de la hauteur où se déroule l'explosion, c'est-à-dire est-ce que c'est une explosion qui va se dérouler à la surface de l'eau, on va parler dans ce cas-là de tir sur barge, ce sont les tirs les plus contaminants, où les particules retombent très très vite et sont assez contaminantes, ou est-ce qu'elles explosent plus haut en dessous de ballons. En fonction de ça, effectivement, ce sont les particules qui forment ce nuage qui sont effectivement le plus dangereux. Alors elles sont dangereuses de différentes manières. Elles sont dangereuses parce qu'elles sont immédiatement contaminantes. On parle dans ce cas-là de la contamination dite du nuage. En anglais, ça s'appelle cloud shine. Je dis ça pour la précision d'utilisation des termes scientifiques. Ensuite, elles peuvent être aussi contaminantes parce qu'elles se déposent par terre et donc finalement elles contaminent les gens. Ensuite, elles peuvent être contaminantes parce qu'on les inhale, ces particules. C'est une partie de la dose. Et ensuite, elles sont contaminantes parce qu'elles simplement elles contaminent les denrées en fait, à la fois l'eau et les denrées que les gens consomment. Voilà. Au total, il y a eu 46 essais nucléaires à l'air libre. Lors de vos enquêtes, vous avez travaillé donc sur 2000 pages d'archives militaires. Qu'est-ce que contiennent ces documents déclassifiés? Alors elles contiennent il y a plusieurs types de documents. On va dire ça assez simplement, on va dire qu'en grande majorité ce sont des documents assez techniques, c'est-à-dire des cartes, des tableaux, des calculs, des schémas, des choses comme ça. Après il y a plusieurs classes de documents, comme je vous disais, il y a des documents qui comportent effectivement l'intégralité par exemple des mesures qui sont faites par certains services de l'armée sur la radioactivité, on va dire, du vivant, c'est-à-dire des denrées alimentaires, etc. Il y a des documents qui sont des comptes rendus. Par exemple, on a eu une série de documents qui concernent les tirs atmosphériques, c'est-à-dire que les 46 premiers tirs, alors pas tous, mais une partie, on a des comptes rendus assez détaillés de comment se sont passés les tirs, effectivement, comment s'est passée ensuite la décontamination, parce que parfois, après avoir tiré, il fallait nécessairement nettoyer pour faire le prochain tir. On a effectivement toute une classe de documents, mais principalement, on va dire que pour notre travail, c'est vrai que ça a été à la fois de reconstituer, ça c'est un travail de fourmi que Sébastien a fourni, c'est-à-dire et l'équipe d'interprètes, c'est-à-dire de piocher dans les différents documents toutes ces valeurs sources en fait qu'on aurait pu utiliser pour reconstituer, faire un travail de remodélisation et de recalcul. Et puis ensuite, donc ça c'est les documents qu'on a utilisés, et puis on a aussi pas mal utilisé des cartes, c'est-à-dire qui racontait aussi une autre histoire, c'est parfois des épisodes de contamination oubliés, c'est-à-dire un nuage qui passait par là et qui finalement passait dans le nuage et on l'avait oublié et en fait il était bel et bien là. Voilà. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi, alors ces documents ils ont été déclassifiés en 2013, pourquoi personne ne s'est jamais penché dessus?
Il y a eu des gens qui se sont penchés dessus. Hein. Il y a eu des chercheurs qui se sont penchés dessus. Il y a eu la publication, on va dire, de ce qui était le plus compréhensible par le grand public. On parlait tout à l'heure d'Aldébaran en 1966, le rapport du médecin qui parle de la contamination et qui dit qu'il faut la minimiser. Bon, par exemple, ce rapport a été révélé par un article de presse en 1998. Il y a des éléments qui ont été rendus publics, mais on va dire que effectivement, la grande majorité de ces documents étaient connus, et ça je pense Sébastien peut en attester, de la part de la sphère académique, pour les gens qui bossaient sur ces sujets-là. Enfin, il donne ligne de la tête, donc pas tout le monde les connaissait. Mais en partie, disons, elles étaient connaissaient. Pour le coup, c'est vrai que un travail, on va dire, global, qui avait pour ambition aussi de prendre toute cette archive en entier et d'essayer de la traiter pour ce qu'elle est, et même essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Effectivement, c'est un travail qui n'a jamais été fait. Et je pense que c'est aussi, mais on y reviendra peut-être plus tard, c'était aussi la force d'avoir cette collaboration entre des journalistes d'investigation, un chercheur et des gens qui font de la modélisation. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on ne fait pas exactement le même métier et qu'on a pu traiter d'une manière un peu nouvelle cette archive qui était assez importante et assez ardue, il faut le dire, parce que c'est ce qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas beaucoup de vivants, quoi. C'est beaucoup de chiffres et assez peu de documents qui nous expliquent les choses de manière didactique, on va dire ça comme ça. Alors, quels sont les premiers éléments qui vont te questionner quand toi tu vas découvrir ces documents, ces milliers de pages? Alors d'abord, le premier travail quand on découvre ces milliers de pages, c'est qu'il faut les classer dans le bon ordre. Et ça, pour le coup, ça a été un travail qui a été fait par Sébastien, c'est-à-dire que ces documents, ils viennent aussi, disons que si on ne comprend pas la logique qui les relie, c'est beaucoup plus compliqué pour le profane de les analyser. Non, ce qui interpelle, c'est les chiffres. Effectivement, il y a beaucoup de chiffres. Donc moi, je me souviens de discussions avec Sébastien pour savoir si ce chiffre était important, ce chiffre était intéressant, effectivement, tout au début de l'enquête. Et après, moi, ce que j'ai fait, et là, c'est effectivement là plus mon travail de journaliste qui parle, c'était aussi de dire, de noter en fait tous les éléments un peu, on va dire, factuels qu'on pouvait retrouver pour essayer de retrouver des témoins, c'est-à-dire des bateaux, des noms, des dates, des choses qui pouvaient être exploitables, pour le journaliste que j'étais, c'est-à-dire pour raconter cette histoire aussi via des personnages. Et je vois que Patrice Bouvray nous dit que les documents étaient surtout utilisés par les avocats, notamment pour défendre les demandeurs devant les tribunaux, ce qui est parfaitement vrai. C'est vrai que c'était aussi utilisé par des avocats au tribunal, effectivement, pour défendre les dossiers. On a oublié de le mentionner et il fait bien de le rappeler. Alors, il semble que ce travail colossal d'analyse des documents, des données de l'armée ne pouvait pas se faire sans la science. Et c'était bien l'intérêt de cette enquête inédite, parce qu'elle a associé à la fois un média d'investigation, un chercheur de l'université Princeton, Sébastien, et bien sûr des architectes spécialisés en modélisation. Sébastien, tu es chercheur au sein du programme Science and Security Global de l'université Princeton. Comment es-tu arrivé sur cette enquête et comment tu t'es retrouvé à travailler avec Thomas? Je veux dire, je me le demande tous les jours, mais non. Je pense qu'il va falloir que tu mettes un casque. Non, il va falloir que tu mettes un casque. Vous m'entendez pas, ouais. Vous m'entendez bien là? T'as pas de chance. T'as pas de chance. Hop. Là, vous m'entendez? Tu parles beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Très très loin. Très très loin. Et là, c'est beaucoup mieux. Je parlais plus fort, mais au micro, dis-moi si ça va mieux. Vas-y. Ouais, c'est déjà mieux. Ok. Mais parle fort quand même. Je vais essayer de toggle ton micro. Ok, voilà, donc c'est bon. Ah, c'était mieux. c'est bon. Déjà. Super. Donc moi je suis chercheur, je suis universitaire, enseignant-chercheur à l'université de Princeton aux États-Unis.
Je suis ingénieur et je fais de la physique, on va dire appliquée, physique nucléaire dans mes recherches scientifiques. Mais donc j'ai rejoint, on va dire, ce projet au tout début quand Nabil Ahmed, qui est le fondateur d'Interprète, cherchait en fait quelqu'un qui soit capable de lire et de comprendre en fait l'archive. Parce que c'est une archive qui est extrêmement technique, comme Thomas l'a dit. Et donc, c'était il y a à peu près 2 ans. Et donc, j'étais dans mon bureau. À l'époque, j'étais à côté de Boston, à l'université d'Harvard. Et donc, j'ai reçu cette archive et j'ai commencé à regarder. Et c'était plus de 230 documents complètement dans le désordre. Qui était vraiment difficile à appréhender. Donc, comme Thomas l'a dit, la première étape, ça a été de les trier et de cartographier en fait toute cette archive, d'essayer de comprendre qui avait écrit quel document, comment les documents se reliaient ensemble, quels documents étaient présents, quels documents manquent, parce que c'est un petit peu comme regarder un iceberg depuis l'extérieur, quoi. On voit ce qui dépasse, mais il y a beaucoup de choses qui restent sous l'eau. Et donc, ça nous a permis, ce premier travail, de comprendre un peu à quoi on avait affaire. Et qu'est-ce que tu avais déjà pu travailler, toi, sur des documents de ce type? Qu'est-ce qui était intéressant dans ces milliers de pages, dans ces centaines de documents d'archives pour toi en tant que chercheur? Oui, alors j'avais... À travers d'autres projets, donc je suis aussi chercheur associé à Sciences Po, au Centre d'études en relations internationales, et j'ai une collaboration sur place avec un programme qui s'appelle le programme des études des savoirs nucléaires. Et donc j'ai travaillé déjà sur les documents historiques, mais généralement c'est des documents qui sont plus politiques, des discussions, on va dire, au sein des ministères. Donc c'est des archives qui datent des années 50-60, mais jamais des documents aussi techniques, en fait. Ces documents-là étaient vraiment issus des services, de 2 services principaux qui étaient responsables, en fait, de la mesure de la radioactivité et de la contamination. Donc, il y en a un qui s'appelait le service mixte, SMSR, service mixte de surveillance radiologique. Donc, il faisait les mesures de la radioactivité dans l'air et sur les sols et ce genre de choses, et dans l'eau de pluie. Et un autre qui s'appelle le SMCB, service mixte de contrôle biologique, qui a mesuré la contamination, on va dire, dans toute la chaîne alimentaire. Ce qui permet ensuite de savoir à quel niveau les populations locales ont pu être contaminées. Alors, quand avec Thomas, vous êtes retrouvés à travailler ensemble, quelle a été ta première réaction? Parce qu'on imagine que c'est pas les mêmes, alors pas de rencontrer Thomas, hein, je me comprends, mais pas les mêmes méthodes de travail entre un journaliste, un scientifique. Comment on travaille ensemble avec des méthodes d'enquête qui sont à la fois différentes et parfois non? Oui, alors ce qui était, on va dire, fascinant pour moi sur cette enquête et d'avoir travaillé un peu, presque main dans la main avec Thomas, on s'est presque au téléphone tous les jours pendant plus d'1 an. Mais c'était en fait, on fait 2 métiers qui ont une similarité, on va dire une similarité, c'est-à-dire on essaye de répondre on se pose des questions qui parfois, pour lesquels parfois on est les premiers à se les poser, ou en tout cas d'une certaine manière, et on essaie de trouver la réponse, de chercher la vérité, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Mais donc, dans notre état d'esprit, on a quand même des pratiques similaires, mais ensuite on a des méthodes de travail qui sont différentes. Que ce soit moi l'accès à la littérature, au logiciel de calcul scientifique, à être capable de recalculer, de vérifier des choses, de prendre une approche scientifique. Et on en reparlera un petit peu plus tard, mais j'ai fait tout un travail de vérification et de validation des données aujourd'hui qui sont utilisées par la Commission d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, essayer de comprendre d'où ces données venaient, etc. Et de recalculer, de tout revérifier dans les documents, d'où est-ce qu'elles venaient, etc. Ce qui n'avait jamais été fait avant, quoi.
Mais donc ça, c'était quelque chose que je pouvais faire, que Thomas ne pouvait pas forcément faire. L'autre chose, c'est que les journalistes d'investigation, ils peuvent aller aussi sur le terrain, interviewer des gens, rencontrer des sources, et creuser des pistes qui ne sont pas accessibles aux chercheurs universitaires de manière classique. Et donc, c'est ce qui a fait, je pense, la force de cette enquête, c'était qu'on était capable d'avancer ensemble sur un sujet en commun, mais avec des méthodes différentes, mais extrêmement complémentaires. Alors, sur la difficulté ou pas de travailler ensemble, toi Thomas, qu'est-ce qui a pu être difficile, ou même plutôt à l'inverse, qu'est-ce qui renforce, on va dire, l'enquête journalistique quand on travaille avec un chercheur? Ce qui est difficile, je pense que c'est à la fois ce qui faisait la force du projet, ce qui faisait sa difficulté, c'est qu'il dit qu'on faisait pas le métier, on n'avait pas forcément les mêmes langages, pas forcément les mêmes standards, pas forcément les mêmes manières de mettre en valeur les informations et nos découvertes. Et nécessairement, ça a été un enjeu et une contrainte. Après, effectivement, effectivement, ces contraintes ont essayé aussi une manière qui nous ont aidés à avancer. Et je pense que ce qui était assez agréable et qui fait le plaisir de travailler dans le cadre de cette enquête-là, c'est qu'effectivement, travailler avec un chercheur, effectivement, c'est avoir une administration de la preuve qui est un peu différente, qui est celle qu'on a quand on est journaliste d'investigation. C'est-à-dire que quand on est journaliste d'investigation, en général, on s'appuie pour la plupart du temps sur des documents issus des services de l'État. C'est-à-dire que très classiquement, on est journaliste d'investigation, on a accès à un dossier judiciaire et on sort quelque chose qui dit un nouvel élément sur un fait divers, sur une affaire judiciaire, sur quoi que ce soit, où on travaille sur, je sais pas, des faits de pollution, et donc on cherche, on va dire, le rapport, on va dire, un peu caché, et on le révèle. Là, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a pu produire des données, et c'est ça qui a été l'objet du travail de Sébastien. Et puis avec le travail d'interprète, et Svitlana en parlera peut-être plus tard tout à l'heure, c'est qu'on a pu aussi confronter ça et utiliser des données open source, donc ce que vous aviez déjà fait à Disclose avant, pour en fait, à partir des données qu'on a produites et des données en fait qui étaient accessibles, on va dire contredire le discours officiel et apporter, on va dire, une contre-expertise à tout ça. Et je pense que c'est ce travail-là, moi, que j'ai trouvé très appréciable. De quelles données on parle? Tu parles des archives. Est-ce qu'il y a eu d'autres documents qui sont venus aussi aider cette enquête, mis à part les données Oui. Après, il y a les données, par exemple, météorologiques qu'on a utilisées dans par exemple, l'étude des trajectoires des différents nuages qu'on a pu remodéliser, mais ça, c'est Sébastien qui s'en est chargé. Après, il y a eu aussi tout un travail aussi de replacer par exemple tout un tas de cartes dans leur contexte, on va dire, de les replacer sur la carte du monde et leur faire dire quelque chose. Ça a été aussi une manière pour tous les trois, en fait, de faire dire des choses à des documents aussi qui étaient compliqués. Ce que je veux dire, c'est qu'on a injecté des choses qui nous permettaient, en fait, de donner du sens à des documents qui étaient peut-être là sous l'œil de tout le monde. Mais un bon exemple, je sais pas, c'est qu'on trouve une carte, par exemple, suite à l'essai Rigel en 1966, on trouve une carte où on a la trajectoire d'un bateau qui s'appelle le Forbin. Et en fait, on se rend compte que le Forbin passe par différents endroits après l'essai nucléaire. Et Sébastien, d'ailleurs, se rend compte que, effectivement, le Forbin passe par un endroit, en fait, où il est un peu plus, plus à 10 heures après l'essai nucléaire, il est pas très loin, en fait, de l'endroit où la bombe a été tirée. Et donc, on s'est regardé, on s'est rendu compte que probablement les équipages avaient été exposés à une contamination, alors pas à la hauteur de ce qu'elle aurait été s'ils avaient été là 10 heures plus tôt, mais quand même pas négligeable. Et donc, c'est un bon exemple de comment on a travaillé, c'est-à-dire à partir de ça, créer des données supplémentaires qui permettent de faire dire quelque chose à des documents qui avaient été effectivement utilisés, mais peut-être pas de cette manière-là. Ok. Il y a une question dans le chat qui je pense, est destinée à Sébastien. Sébastien, quelles sont les méthodes et les outils que tu as privilégiés dans le cadre de ton enquête?
Donc une fois qu'on avait cartographié, on va dire, les documents et commencé à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur et en extraire les données, donc on a commencé par extraire les données des mesures, des stations de mesure de la radioactivité dans l'air. Donc pendant les essais, les autorités de l'État ont installé plusieurs stations de mesure sur plusieurs îles à travers la Polynésie. Et après qu'il y ait un tir, donc le nuage part avec les vents et il se balade et on le mesure à plusieurs endroits différents, on va dire, à des échelles différentes. Donc parfois on va le mesurer quelques heures après, quelques jours après. Il faut savoir qu'une fois que le nuage est dans l'air et qu'il part avec les vents, il met à peu près 3 semaines pour faire le tour du monde et il finit toujours par revenir. Et donc on voit ça aussi apparaître dans les documents. Et donc pour moi, une des premières étapes, c'était aussi de me dire, on a une masse d'informations qui sont des documents déclassifiés, mais sont des documents papier et on n'a pas les données sources, j'ai pas en science, quand on travaille, on garde toujours aussi ces données sources, c'est pas que le rapport, quoi. Donc, comme on n'avait pas vraiment non plus de moyens de valider directement ces données, une première méthodologie, ça a été d'essayer de simuler, de resimuler ces essais nucléaires pour voir si notre simulation, elle était concordante avec les mesures qui avaient été faites à l'époque. Et ça nous a permis de valider des données qui étaient donc fournies par l'État dans les archives, mais ça a aussi permis de valider ou de dire en gros que nos simulations elles étaient, on va dire, dans l'ensemble correctes et cohérentes. Et donc ça, c'était une des premières méthodologies, ça a été donc d'utiliser ces logiciels de transport de particules qui peuvent être radioactives, par exemple, dans ce cas, et de les faire se disperser tout autour de la planète à des échelles entre quelques heures à 3 semaines, quoi. Ouais, alors pour arriver à ces résultats scientifiques, toi tu as utilisé donc les données de l'armée, tu les as modélisées comme tu le disais, et en laboratoire en quelque sorte, c'est comme si tu avais remodélisé, recréé en laboratoire les essais nucléaires grâce aux puissants ordinateurs de Princeton. Et ça t'a permis en fait après de connaître exactement la trajectoire des nuages et le niveau de radioactivité, de contamination de ces essais. Alors pourquoi tu as pris la décision notamment de prendre 6 tests, ces 6 tests qui ont été remodélisés dans le cadre de ta recherche? Alors, j'ai pas remodélisé tous ces 6 tests, j'en ai remodélisé quelques-uns d'abord. À la base, je voulais tous les faire, et je le ferai peut-être un jour d'ailleurs. Il y a un écho, je ferai pas. Tiens, enlève ton casque, un écho. Super, merci. Donc oui, j'ai commencé par modéliser le premier en fait, Aldebaran, qui est celui qui a un gros impact sur une archipel qui s'appelle l'archipel des Gambiers. Donc c'est celui où on a bien sûr cette note qui est connue et qui dit que potentiellement il faudra minimiser les chiffres pour les populations locales. Donc c'est le premier que j'ai modélisé. Il faut savoir qu'il y avait différents types d'essais à l'époque. Et donc il y en avait sur barge, c'est-à-dire qu'elles étaient tirées depuis on va dire sur une grosse barque au milieu du lagon. Et donc ces tirs-là, ils avaient la particularité donc que la boule de feu qui est créée par l'explosion, elle vaporise aussi beaucoup d'eau et de l'eau salée, de l'eau de mer en gros, et aussi qu'elle arrache un morceau du fond du lagon et que tout ça remonte dans la boule de feu et que ça fasse des particules qui soient assez lourdes et très, très contaminantes. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour les Gambiers en juillet 1966. Et il y avait d'autres essais qui étaient dits plus propres, qui étaient sous ballon. Et une des choses que la modélisation a permis de faire, c'était de se rendre compte que ces essais qui étaient dits propres, en fait, ils n'étaient pas toujours... on peut pas vraiment dire qu'ils soient propres de base, parce que de toute façon, on fait exploser une bombe dans l'atmosphère, et donc on a toujours des particules radioactives qui vont finir par retomber. Mais ils étaient moins propres que ce qu'on disait à l'époque. Et dans plusieurs cas, on a eu des retombées importantes, même sous ces essais sous ballon. Et donc,
l'intérêt, pour moi, c'était pas seulement de valider les données qu'on avait dans les documents, mais c'était aussi, si vous voulez, parfois, on a des données dans certaines stations des îles de Polynésie, mais il y a au maximum une vingtaine de stations par an, alors qu'il y a plus de 100, je sais plus combien, 130 et quelques îles, en fait. Donc, il y a beaucoup d'endroits où, en fait, on n'avait pas du tout de mesure. Et donc, ces endroits-là, on ne sait pas vraiment quelle a été la retombée sur place. Donc, la modélisation, elle nous permet aussi de reconstruire les trajectoires des nuages pour dire, ah oui, là, ça a été mesuré, on est à peu près d'accord sur ce qui s'est passé. Là, ça a été mesuré, mais ça n'a pas été pris en compte depuis 10 ans. Les doses aux populations n'ont jamais été recalculées correctement et prises en compte pour les procédés d'indemnisation. Et puis là, mon nuage, il passe au-dessus d'une île dont personne ne parle. Pourtant, il y a des gens qui habitent sur place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Donc, ça permet de compléter en fait la donnée brute historique en disant, aujourd'hui, avec les modèles scientifiques de calcul modernes, on est capable de dire que peut-être il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Et juste pour ajouter un petit truc, tu disais les ordinateurs puissants de Princeton, il faut se rappeler que cette enquête, elle a eu lieu pendant une pandémie mondiale, ce qui était exceptionnel. Et donc, le moment où j'ai commencé justement à travailler et à faire ces trajectoires de nuages, je me suis retrouvé, on va dire, en dehors du campus. Donc, j'avais pas accès à ces ordinateurs-là. Donc, j'ai commencé les calculs sur mon petit ordinateur portable et qui moulinait parfois pendant des jours. Je pouvais pas le toucher pendant 3-4 jours. J'étais obligé de le laisser et de le monter d'une façon et d'essayer de le refroidir pour qu'il puisse arriver à faire le calcul. Mais heureusement, c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que effectivement, depuis près de 2 ans, cette enquête elle a été menée avec Interprète. Elle a débuté il y a 2 ans. On a rencontré Sébastien au tout début de la naissance de Disclose avec Mathias. C'était encore en début 2019. Et effectivement, le côté un peu inédit de cette enquête, c'est qu'elle a eu lieu pendant une pandémie qui a fait que l'ensemble des interlocuteurs que vous voyez là, à part Thomas qu'on a vu plus régulièrement, mais que ce soit Interprète avec Sylvana, que ce soit Sébastien qui est aux États-Unis, a été fait à distance jusqu'au dernier moment. Je crois qu'en plus Thomas et Sébastien, vous n'êtes jamais rencontrés en réel en fait depuis le début de cette enquête. Grâce à ton travail et aux archives, tu as pu réévaluer, comme tu disais, le niveau de contamination de 6 essais nucléaires. Tes estimations sont entre 2 et 10 fois supérieures aux estimations officielles, mais à partir de ces données, tu as aussi pu reconstituer ce qu'on appelle, alors en termes scientifiques, je sais que Sébastien y tient, la dose efficace, c'est-à-dire le niveau d'exposition du corps humain à la radioactivité ou aux éléments ionisants. Il sera plus précis que moi. Alors Sébastien, quel est l'impact sur la santé de la population de ce rayonnement, de cette dose efficace et en fait, tout bêtement, comment la radioactivité se retrouve dans le corps humain? Alors, donc, les personnes, donc les populations locales et les vétérans qui ont été exposés aux retombées, ils sont exposés de 4 manières, on va dire, 4 grandes manières différentes. Thomas a un petit peu parlé déjà. La première, c'est au passage du nuage, on se retrouve à l'intérieur, en fait. Donc, la radioactivité, les particules émettent des rayonnements ionisants, ce qu'on appelle ionisants. Ils viennent, en gros, ils impactent notre corps de l'extérieur. Ensuite, ces particules, elles se déposent au sol aussi, et elles s'accumulent. Et ce dépôt qui est au sol, lui, il reste là. Enfin, le nuage, quand il passe, ça dure quelques heures, mais le dépôt au sol, il reste là pendant longtemps. Et il peut être les rayonnements qui sont émis par ce dépôt peuvent impacter les gens pendant plusieurs mois de manière importante. Donc ça, c'est la deuxième voie. La troisième voie, au passage du nuage, on respire, donc on inhale ces particules, elles viennent dans nos poumons. Il y en a une partie qu'on finit par rejeter, mais une autre partie qu'on métabolise. Et il y a certains
produits de fission. Donc ça, ce sont quand il y a l'explosion nucléaire, on part de noyaux d'uranium ou de noyaux de plutonium généralement, et donc l'énergie elle est libérée en fissionnant ces noyaux, et donc chaque noyau devient deux nouveaux éléments radioactifs, parfois 3, mais la plupart du temps 2, et c'est cela qu'on finit par ingérer ou respirer. Voilà, et donc l'ingestion, la dernière, c'est donc les dépôts au sol. Ils vont tomber sur les champs, les cultures, ils vont tomber dans l'eau, le plancton est extrêmement contaminé parfois, les poissons mangent le plancton, et puis les habitants mangent le poisson. Donc en fait, on contamine la chaîne alimentaire et on finit par en fait ingérer la radioactivité directement, simplement en se nourrissant, quoi. Ou en buvant de l'eau, si jamais, comme on en parlera peut-être, mais il y a certaines îles et atolls de l'époque en Polynésie où une des sources principales d'eau potable, c'est l'eau de pluie. Donc en fait, on collecte l'eau de pluie sur le toit des maisons familiales. Si la pluie elle a lieu au passage du nuage, en fait, la pluie lave la radioactivité dans l'air, et donc là, c'est la pluie qui est contaminée, qui coule sur le toit des maisons, qui est récupérée dans les citernes d'eau potable. Ou alors, on peut avoir simplement un dépôt sec, comme je disais, donc le nuage passe, il contamine en fait tout le toit de la maison, et vous pouvez avoir une pluie le lendemain qui lave le toit, et vous avez quand même de la radioactivité qui arrive dans la citerne. Donc ça, les gens, là, c'était vous pouvez être contaminé très fortement parce que l'activité était très importante, et là vous la buvez directement. Ça passe pas par le poisson, ça passe pas par la digestion, ça va directement, enfin ça passe par la digestion de l'eau bien sûr, mais c'est un lien direct entre les particules et vous, quoi. Alors on va, tu viens de parler de ces questions d'alimentation, on va de nouveau regarder un petit extrait très court des actualités françaises. Alors, il y a de quoi faire sur l'INA, sur les reportages qui ont été faits à l'époque. Un autre reportage qui a été fait donc pour rassurer la population sur ses essais propres. Il a eu lieu au centre des expérimentations du Pacifique, et vous allez voir, c'est assez étonnant, et on demandera à nos amis de réagir à ça. On va regarder ça tout de suite. Hop, là, je partage l'écran. Hop, on est maintenant en partage. C'est bon. Alors, on l'a vu, il n'y a aucun risque de contamination par l'alimentation. Qu'est-ce que tu réponds à cette injonction? Donc, on est dans les années 60, en plein moment des essais atmosphériques. Je pense que, pour rester poli, on est un peu à côté de la plaque. Mais ouais, non. Les documents sources qu'on a, qui sont donc dont certains, en fait, on n'a pas tous les rapports tous ces rapports-là qui concernent tous les essais sur la mesure de la contamination des aliments, on les a toujours pas aujourd'hui, mais on en a eu quelques-uns, et oui, ça a été une source de contamination pour les populations locales, bien sûr, et dans plusieurs événements, notamment les 6 tests qu'on a parlé, il y a eu une contamination de la chaîne alimentaire, et les gens ont ingéré les produits de fission parce que l'activité des aliments était très élevée. Et donc c'est vrai qu'en tant que scientifique, c'est toujours un peu difficile de regarder une vidéo comme ça, parce qu'on se demande comment, quand on est responsable de faire ces mesures, et quand on voit les chiffres, parce que c'est les gens qui faisaient les mesures à l'époque qui voyaient les chiffres. On se demande parfois, comment on peut faire ce travail, quoi, en ayant bonne conscience. Mais bon, ça a été fait, il fallait le faire quand même de toute façon, de suivre cette contamination-là. En tout cas, aujourd'hui, elle nous permet en partie de pouvoir justement parler
parler de ce qui s'est passé à l'époque. Mais on va regarder rapidement cette infographie là que je vais vous partager qui va apparaître à l'écran. Il faut que ça se charge. C'est doux. Ok. Vous la voyez, il me semble, à l'écran. Donc c'est une infographie qui a été faite à partir de tes calculs, Sébastien. On y voit un enfant qui entre 1 et 2 ans, c'est l'essai Aldébaran. On parle ici d'exposition de la thyroïde aux radiations pour un enfant vivant au Gambier. Donc les Gambiers qui sont un atoll, une île ou un archipel plutôt de la Polynésie française. On y voit l'irradiation par le nuage, l'irradiation par le sol, l'eau potable contaminée, les particules radioactives dont tu parlais et l'alimentation dont on parlait. Alors on voit la différence, 200 MSV, donc je n'ai plus le terme, millisievert. Tu nous en diras plus, Sébastien. Donc ça, c'est notre estimation, 200, et l'estimation officielle, elle est de 78. Alors Sébastien, dernière question sur l'exposition. Comment on voit que c'est l'eau potable qui est clairement le niveau le plus élevé en termes d'exposition et de contamination. Et en fait, on parle de thyroïde. Est-ce que la radioactivité, la radiation est plus dangereuse pour un enfant ? En règle générale, plus on est exposé jeune, oui, plus c'est dangereux et plus on a de chances aussi de développer des cancers. Et en ce qui concerne la thyroïde, si on est capable de mesurer parfois des excès de cancer de thyroïde sur des populations qui ont été exposées à des retombées, c'est notamment sur les enfants. En fait, ce sont les enfants qui sont les plus sensibles à ça. Et qui développent des cancers à la suite de cette exposition. Il y a quelque chose à dire sur les valeurs qu'on voit. Bien sûr, il faut les contextualiser. Et donc, en parallèle de nos travaux, de notre plateforme, de notre livre, on a déjà écrit une première publication scientifique qui décrit dans le détail tout ça, et il y en aura d'autres. Mais pour vous dire, en fait, que en 2005-2006, le commissariat de l'énergie atomique en France a réévalué à partir des mêmes documents qu'on a utilisés, en fait, a réévalué l'impact sur les populations en donnant des chiffres, une fourchette qui est considérée comme une exposition minimum et maximum. Et nous, ce qu'on a montré dans notre enquête et moi dans mes recherches aussi, c'est que l'exposition qui est dite maximum, en fait, est souvent pas du tout maximum, et qu'il y a plusieurs facteurs qui sont soit pas pris en compte, soit mal pris en compte, soit il y a des erreurs qui sont glissées dans les calculs, ce qui peut arriver de toute façon, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de dire, même aux meilleurs scientifiques. Mais dans le cas d'Aldébaran, ce qui s'est passé, c'est que on sait qu'il y a des populations, on va dire des familles sur place qui collectaient de l'eau de pluie pour leurs besoins en eau potable. Il y a des documents de recherche de l'époque, des rapports de l'époque, des données de l'INSEE qui confirment tout ça. Mais cette consommation directe d'eau potable de citerne, elle n'a pas été prise en compte dans les calculs de 2005-2006. Donc, en se basant sur des mesures dans les documents d'archives sur la contamination qui était mesurée dans l'eau de pluie et les dépôts au sol, j'ai pu recalculer d'au moins 2 manières différentes comment ça pourrait impacter les populations de prendre en gros ce vecteur de contamination en compte, qui n'avait pas été pris en compte jusqu'à maintenant. Et là, oui, comme ça va directement de la citerne de contaminé dans votre corps, les chiffres montent très rapidement, quoi. Et donc là, encore une fois, c'est pas forcément la dose que je peux dire telle personne a reçue, mais je veux dire que c'est pas exclu que les enfants aient été exposés à des doses qui soient montées jusque-là, quoi. En tout cas, on ne peut pas le prouver, quoi, que ça ne soit pas le cas. Ok, mais
Merci. Alors, une fois ces calculs scientifiques terminés, c'est notre partenaire interprète. J'ai vu que dans live, certains demandaient quand elle parlerait. La voici, elle arrive. Svetlana va nous parler. Alors, si elle n'est pas trop intervenue avant, c'est aussi qu'elle ne parle pas français. Donc, elle a révisé avant, elle a fait des notes, elle parle un peu français. Donc, elle a eu ses questions à l'avance, on le reconnaît, on lui a envoyé les questions à l'avance pour qu'elle se prépare. Donc, Svetlana, qui est donc architecte au sein d'Interprète, Interprète, comme on le disait au début, c'est eux qui ont réalisé les modélisations 3D des essais nucléaires, donc de 3 essais nucléaires. Ils ont aussi remodélisé les retombées dont parlait Sébastien sur les enfants, sur les villages, notamment dans l'archipel des Gambiers. Vous pouvez voir toutes ces modélisations sur le site Moruroa. Alors pas Mururoa, mais Moruroa. On va vous mettre le lien si Sébastien va le faire, même dans le chat. Files.org et donc ils ont construit toute cette plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les modélisations et les animations. Alors Sadvana, combien de personnes au sein d'Interprète ont travaillé sur ces modélisations une fois que tu as reçu les données scientifiques de Sébastien? Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que... T'entends? Réessaye parce que j'ai l'impression qu'on t'entendait mal. Oui, donc j'espère que vous allez m'excuser. Donc, nous sommes 4 personnes à l'Interprète. C'est Nabil qui est le fondateur et le chercheur principal. Ola, une architecte et une chercheuse principale, et les deux sont basés en Norvège. Et puis nous avons Philippe, qui est un chercheur basé en Pologne, et moi, je suis une chercheuse, architecte et créatrice des visualisations et animations. Et maintenant, je suis basée en France. Et nous utilisons l'analyse spatiale pour enquêter sur la destruction de l'environnement sous-éclairé dans le monde. Et nous collaborons avec des avocats, des militants et la société civile. Et notre travail dans le Pacifique a commencé par une enquête sur le conflit en Papouasie occidentale et il a continué avec l'enquête sur les essais nucléaires en Polynésie. Et la recherche de la vérité sur les questions nucléaires est importante pour les communautés de Polynésie française et des îles Marshall, mais aussi comme une forme de solidarité. Parce que donc Interprète est un collectif qui travaille depuis plusieurs années sur les écosites. C'est Nabil Ahmed dont on parlait tout à l'heure qui en est le fondateur. Vous avez réalisé sur le site, sur la plateforme, des modélisations de 3 essais nucléaires. Donc il y a l'essai Centaure, l'essai Abderrahman et le 3e qui ne me revient pas en tête. Encelade. Voilà, Encelade. Voilà, alors on l'a pas dit, mais ou on l'a peut-être dit, mais je le répète, les noms des essais nucléaires sont liés à des noms d'étoiles ou de ça. C'est poétique en tout cas. Ouais. Ça l'est moins dans la réalité. Si je comprends bien, ce que vous avez, vous utilisez les techniques de l'architecture pour réaliser vos modélisations. Comment ça se passe? On en verra un exemple après, mais comment vous construisez ces modélisations 3D? Donc, oui, c'est... Oui. Oui, donc nous avons utilisé un mélange de techniques de dessin architectural, de cartographie géographique, 3D modélisation et de visualisation, de modélisation nucléaire scientifique. Donc c'est un peu complexe. Et la plateforme en ligne a une carte interactive qui nous a permis de localiser, de survoler, de zoomer sur les événements historiques et contemporains. Et chaque événement est un point de données. Et la carte raconte les histoires pour nous. Donc, nous avons développé
en collaboration avec Sébastien, des méthodes innovantes de reconstruction des retombées nucléaires et de leur impact. Et je pense que c'est la première fois que les essais nucléaires sont montrés de cette façon. Donc, pour répondre à la question, c'est un mélange de techniques et c'est les techniques comme des dessins architecturales, différents programmes sur l'ordinateur et c'est comme si. Alors, quel va être l'apport de la modélisation 3D de ce travail-là, on va dire, dans une enquête journalistique et scientifique? Comment vous placez? Il me semble que c'était aussi la première fois qu'Interprète travaillait directement à une enquête journalistique. La modélisation et la visualisation apportent un récit visuel à l'enquête. Et je pense que c'est très important qu'il aide le public à se mettre dans la scène dans Ecocide. Et nous avons juxtaposé les données simulées et les données des documents officiels dans l'espace. Et c'est très important dans le temps parce que l'écocide, c'est un crime. Et mon français left me. It works, maybe Sebastian, you can help me to translate. It works in 4 dimensions, and one of them is time. Oui, donc ce que Svetlana dit, c'est que l'étude des crimes environnementaux, les écocides, qui est la spécialité d'interprète, elle se fait en 3D, mais aussi dans le temps, parce qu'on essaye de reconstruire les faits pour que ensuite on puisse les utiliser, que ce soit dans le droit international, le droit des différents pays qui sont impliqués, et dans les politiques publiques en termes de la rémédiation de l'impact sur l'environnement ou de l'indemnisation des victimes. Ok, bon, mais merci Svetlana, on va pas te compliquer plus la vie avec du français. Merci pour des réponses. On va continuer à parler modélisation parce qu'on va en voir tout de suite un extrait. Alors on va parler, on a déjà pris du retard, on va parler de l'essai Centaure. Donc c'est une des dernières bombes qui a été tirée à l'air libre en Polynésie française. Le tir a eu lieu en juillet 1974 et vous allez le voir, il ne va pas du tout se dérouler comme les militaires l'avaient prévu. Le nuage radioactif va prendre la direction de Tahiti et sa capitale, Papeete. Plus de 80 000 personnes à l'époque. On va regarder un extrait de cette vidéo que vous pouvez retrouver également en ligne sur le site de Disclose, sur la plateforme et sur les réseaux sociaux. On va regarder la partie qui nous intéresse le plus. On est bon. Est-ce que l'écran s'affiche? Non, effectivement. Ah, ça y est. Ça y est. On vous passe cet extrait du minute 52. Le 17 juillet, la France teste sa 41e bombe à Mururoa. Nom de code, Centaure. 24 heures avant le test, les voyants météo sont au vert, selon les prévisions de l'armée. Après l'explosion, le nuage radioactif devrait s'élever à 8000 mètres d'altitude. À cette hauteur, les vents doivent l'orienter vers le nord, en direction des atolls de Turea et de Hao. La bombe nucléaire est tirée à 8 heures du matin. Mais rien ne va se passer comme prévu, comme le révèle cette modélisation inédite. Le champignon atomique s'élève à 5200 mètres dans l'atmosphère,
au lieu des 8000 mètres initialement prévus. À cette hauteur, les vents ne poussent plus la tête du nuage vers le nord, mais vers l'ouest, en direction de Tahiti, et de sa capitale, Papeete, 80 000 habitants à l'époque. 1 heure après le tir, les retombées radioactives atteignent Tematangi, le poste météo le plus proche de Mururoa. Elle passe au-dessus de 4 atolls situés sur sa trajectoire, avant de se répandre sur l'île inhabitée de Maitea, le 18 juillet. Le 19 juillet 1974, à 20h, ils frappent la grande île. Les pluies toxiques contaminent tout sur leur passage. Les poussières de Centaure ont mis plus de 42 heures avant d'arriver à Tahiti. Durant ce laps de temps, les militaires ont gardé le silence et n'ont pas confiné la population. Alors, Thomas, on vient de le voir dans cet extrait de la vidéo. Si je comprends bien, cet essai, l'essai Centaure, c'est un essai qui est secret, dont la population de Tahiti, la population polynésienne, n'est pas alertée à l'époque. Il n'a pas son micro. C'est déjà parti. On ne t'entend pas. Alors j'en profite en attendant qu'il revienne à nous avec son micro pour vous dire que vos questions, on les voit, elles sont notées. On va y revenir au fur et à mesure, on les met de côté. On va avoir un petit moment où on va répercuter les questions qui sont les vôtres. Vous pouvez continuer donc de les poser dans le chat. Non, alors du coup. Tu peux répondre si tu veux. On a perdu. Ouais, tu vas pouvoir répondre. Alors, est-ce que c'est un test dont la population était informée? Non, la population n'a pas été informée du tout. Je crois juste retrouver un tout petit texte qui aurait une rumeur que peut-être quelque chose serait passé sur place. Mais sinon, on n'a rien dit. Donc le nuage part de Mururoa, comme on a vu sur la vidéo, il met à peu près 2 jours. Il voyage en ligne droite. Et donc, on a aussi retrouvé dans les documents d'archives que les services de météo et de prédiction des trajectoires se félicitaient de leur capacité à justement prévoir le trajectoire du nuage à plusieurs jours. Donc, ce qui nous dit que potentiellement ils savaient que ça arrivait. Et que, une fois qu'on a eu l'alerte que c'est arrivé, puisque la radioactivité est montée dans l'air fortement, et on l'a mesuré, mais on n'a rien, il n'y a pas eu d'alerte aux populations pour soit leur dire de se confiner, notamment pour les zones de l'île qui ont été les plus touchées, ou en fait les alerter sur leur contamination alimentaire dans les jours, les semaines et les mois qui suivaient, quoi. Thomas, de retour parmi nous, l'État a reconnu il y a quelques années qu'un nuage radioactif avait frappé Tahiti. On révèle aujourd'hui que les contaminations en fait sont bien supérieures à ce que dit l'État, c'est ça? Ok, je vais répondre aussi. Tu veux que je réponde? Tu m'entends? Ok. Donc,
Oui, alors c'est un peu spécial ici, c'était un moment, donc quand on est dans les documents, on se rend compte que les documents, en fait, ce sont les documents d'archives, sources dont l'État s'est servi pour écrire un rapport notamment volumineux en 2006 sur les conséquences sanitaires et radiologiques des essais nucléaires. Et là, en passant, à un moment, je me rends compte, je discutais avec Thomas de la carte des retombées de Centaure sur Tahiti, et on se rend compte que la carte qui est dans le document de 2006 n'est pas la même que celle qui est dans le document d'archives. Il y a des données qui ont disparu, enfin qui ont été enlevées, quelques-unes, et puis il y en a une qui a été modifiée, alors on ne sait pas pourquoi, hein, on ne va pas rentrer dans une polémique ici, mais en tout cas, cette carte, elle nous montre que on avait bien la connaissance de l'étendue de la retombée sur toute l'île de Tahiti, tout autour, et la carte officielle nous montre que oui, la retombée dans certaines zones a été plus importante que ce qu'on a pu voir dans les documents officiels. Voilà, c'est que quelques données qui ont été changées. Mais donc on a pu voir ça, et donc avec ces nouvelles valeurs, on a pu réévaluer aussi du coup l'impact de Centaure sur la population de Tahiti. Il faut savoir qu'à l'époque, Tahiti, c'est 80 000 personnes et qu'il y a 125 000 habitants en Polynésie, donc c'est plus des 2/3 de la population. Notre simulation du nuage, elle montre que 110 000 personnes ont pu être impactées par Centaure. Et donc nos travaux scientifiques qui montrent qu'en fait, 110 000 personnes ont été potentiellement exposées à un niveau qui est supérieur à celui aujourd'hui qui est nécessaire pour être reconnu en tant que victime des essais nucléaires si on venait à développer l'un des 23 cancers qui sont reconnus aujourd'hui par la loi comme ayant pu avoir un lien avec les essais nucléaires de l'époque. Alors, il y a une question, Sébastien, que j'en profite du coup à te poser, qui est dans le chat, c'est connaît-on le niveau de Camille Desmaux, connaît-on le niveau de radioactivité moyen avant les premiers tests? Alors pour la radioactivité de l'air, on a des données de 1966, de mars 1966. Les premiers essais ont lieu en juillet 66, donc on a un peu un niveau de base. Mais il faut quand même savoir que les Français ne sont pas les premiers à faire des essais dans le Pacifique, hein. Il y a eu les Américains et les Anglais avant eux. Et donc ces essais-là ont aussi provoqué des retombées. Alors les retombées, elles sont généralement plus fortes sur les alentours de l'explosion, mais comme je l'ai dit, le nuage, en fait, il finit toujours par faire le tour du monde. Donc tout le monde reçoit un petit peu dans l'hémisphère. Donc on a un petit peu des données, oui, sur l'avant. Mais on a surtout des données sur l'instant, en fait, l'instant des passages des nuages et l'intensité des retombées. Alors, Thomas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler aussi maintenant? Ça serait bien. Oui. Attendez, puis ça recoupe. Essaye de parler. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Bon. On est bon, on t'entend, on te tient, ne coupe plus ton micro. On a plein de questions à te poser. On vient d'en parler, il en a parlé, hein, il a parlé, Sébastien, à l'instant, de la question des cancers, des maladies radio-induites. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'État a reconnu 23 maladies radio-induites en lien avec les essais nucléaires qui permettent de pouvoir se lancer dans un processus d'indemnisation. Mais avant de venir à ça, il semble que Disclose, dans votre enquête, vous avez révélé l'existence d'un cancer de cluster dans certaines îles en Polynésie. Tu peux nous en dire plus? Alors, c'est un cluster de cancer, ouais. Cluster de cancer, pas un cancer de cluster, ouais. Merci. Ouais, c'est un cluster de cancer. Ouais, en fait, je vais en profiter pour répondre à une question qui a été posée sur les méthodes
les méthodes journalistiques rapido, puisque c'est un talk interactif. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé au Gambier avec un photographe qui s'appelle Mathieu Asselin. Et donc, pour préparer ce reportage qu'on a fait, c'est qu'on a contacté un certain nombre d'interlocuteurs, notamment les associations polynésiennes qui œuvrent pour cette reconnaissance des victimes des essais nucléaires. Je pense principalement à l'association Mololoa et Tatao, qui s'occupe des travailleurs polynésiens, et l'association 193 des populations civiles. Et donc, en fait, pour préparer ce voyage, on avait dans l'idée, effectivement, de rencontrer à la fois des gens qui ont vécu l'époque de la bombe, qui pouvaient nous en dire quelque chose sur les impacts, on va dire, plus sociologiques. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, quand on vit sur une île qui est dans une partie très reculée du Pacifique? Qu'est-ce que ça veut dire, l'arrivée de personnes militaires qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, qui arrivent, qui construisent des choses et qui n'ont pas les mêmes modes de vie. Donc, on voulait raconter cette histoire-là. Et à partir de là, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui frappe des gens qui sont allés dans les Gambiers, et peut-être qu'il y en a parmi les gens qui nous regardent. On a tous autour de nous des gens qui ont eu des cancers. Moi, personnellement, j'ai perdu un ami qui avait un cancer des testicules assez jeune. Mais je veux dire, il y a une forte, effectivement, incidence de cancer parmi la population. Encore une fois, comme l'a dit Sébastien, c'est des choses qu'on ne peut pas prouver médicalement et établir le lien avec les rayonnements ionisants. En revanche, effectivement, on a pu découvrir, ça c'est un autre aspect de notre métier de journaliste, on a pu obtenir un document, qui est un document signé du ministère de la Santé polynésienne, qui raconte effectivement que il y a une incidence beaucoup plus importante de cancer de la thyroïde, notamment dans les îles soumises à des retombées, et principalement au Gambier. Et encore une fois, c'est l'État polynésien qui utilise ce terme qui est évidemment très actuel, de cluster de cancer, en disant que donc l'auteur de la note, qui est un médecin militaire, qui dit qu'il ne voit pas d'autres causes, on va dire, qui expliqueraient cette incidence plus forte de cancer dans cette île en particulier. Et évidemment, c'est quelque chose qui frappe, vraiment. C'est quelque chose qui frappe quand on s'en rend compte. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des familles où il y a, je ne sais pas, 7-8 cancers. On a rencontré une dame, effectivement, qui a demandé, elle a fait une demande d'indemnisation, et ses 4 enfants ont un cancer de la thyroïde. 4 de ses 6 enfants, pardon, ont un cancer de la thyroïde. Donc évidemment, c'est des choses qui interrogent, et encore une fois, et qui nous paraissaient important de raconter. Alors, il y a une question qui nous amène à la suite de sujet, qui est liée à la question des indemnisations. Il y a 3 jours, le commissariat à l'énergie atomique a réagi aux révélations de Disclose dans un communiqué de presse. Ils ont remis en cause les résultats scientifiques. Nous avons publié cet après-midi un article sur le site de Disclose, vous pouvez lire en accès libre, et qui répond aux contre-vérités avancées par l'État. Donc il y a cette question dans le chat de Théorie. Que pensez-vous de la réaction du CEA et de l'ex-président du CIVEN, qui disait que votre documentaire est un non-événement? Alors notre enquête est un non-événement et que cela était déjà pris en compte dans les indemnisations. Thomas. Et alors, avant que tu te lances, juste pour vous présenter Maître Labruni qui nous rejoint et qui va parler avec nous dans les minutes qui suivent de la question des indemnisations. Merci de nous rejoindre. À toi, Thomas. Non, mais encore une fois, pas d'étonnement. On va dire, je suis pas très surpris du communiqué de presse du CEA. Je pense qu'on s'attendait tous à une réponse de leur part, et effectivement, elle est assez conforme à ce qu'on a imaginé. Je pense que Sébastien et moi et Disclose, on avait évidemment l'envie de répondre, on va dire, terme à terme, c'est-à-dire dire que factuellement, ce que dit ce communiqué de presse est faux, c'est-à-dire qu'il est faux sur tous les éléments qui ont été avancés quant à la réaction de l'ancien président du CIVEN, Alain Christnache. Alors, comment dire, il y a une partie vraie, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, le fait que Centaure ait touché l'île principale de Tahiti était évidemment connu. Je veux dire, ça, encore une fois, on se base aussi sur les travaux qui ont été faits avant nous, et les travaux, et il y a eu une reconnaissance de l'État à partir de la fin des années 2000 de cet accident-là. Encore une fois,
non, ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur l'indemnisation, puisqu'encore une fois, on est les premiers à publier ces résultats-là. Donc évidemment, il y a quelque chose d'un peu tautologique dans ce qu'il nous dit, puisqu'on propose de nouveaux résultats qui changent le registre de l'indemnisation, et on nous explique d'un autre côté que ça n'a aucune incidence, ce qui me paraît un chouïa étrange, puisque comme le disait Sébastien, la principale conséquence de ce calcul de dose qu'il a fait, c'est qu'une la grande majorité, si ce n'est la majorité des gens qui habitaient dans les îles sous le vent et à Papeete en 1974 pourraient demander une indemnisation si toutefois elles contractaient une des 23 maladies radio-induites prévues par la loi. Donc encore une fois, ça c'est un élément que à ma connaissance, encore une fois, dont le Silène ne disposait pas. Donc, je ne vois pas comment ça ne peut pas changer le registre d'indemnisation, mais voilà, j'ai plus rien à dire. Ok. Alors, pour nos éditeurs, téléspectateurs, live streamers, je ne sais pas comment on dit, sachez qu'en Polynésie, l'enquête de Disclose a provoqué énormément de réactions, à la fois des associations, de victimes, des autorités de l'État, bien sûr, des militants aussi politiques, des politiques, des députés. Elle a aussi provoqué des réactions étonnantes de l'État qui parle d'une polémique militante et de non-révélation. C'est le haut-commissaire à la République, donc l'équivalent du préfet dans les départements, qui a répondu ça sur la chaîne principale de Polynésie. En France, c'est le silence radio du côté des autorités, c'est-à-dire qu'en dehors du CEA, personne ne s'est exprimé. La ministre de l'Armée a été interrogée à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans les deux cas, elle a répondu à côté de la plaque en évoquant les risques sismiques. Alors, il y a une question sur cette question d'effondrement de l'atoll. Je laisserai Sébastien répondre directement dans le chat pour une question de temps. Mais comme on le voit, voilà, il y a énormément de débats. Il y a une question qui nous a été posée en tout début de ce live qui était est-ce que les enquêteurs du dossier ont été surpris par les réactions, notamment politiques en Polynésie française après la révélation, et si oui, pourquoi? Alors, les auteurs d'enquête, au choix, qui répond? Tom, c'est peut-être plus simple parce que tu n'es pas scientifique. Non, je pense que Sébastien et moi, et même toute l'équipe d'interprètes et de Disclose, je pense qu'on était assez conscients de l'impact, du moins du potentiel impact que pourrait avoir cette enquête. Et d'ailleurs, je pense que c'était c'était un travail effectivement qui était aussi intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une prise sur une situation qu'on jugeait problématique et injuste. En revanche, effectivement, moi, donc on s'attendait, enfin pour ma part, Sébastien livrera la réponse qu'il veut, mais moi, pour le coup, je m'attendais à un impact, je ne m'attendais pas à un impact aussi important. C'est-à-dire que je m'attendais à effectivement que ce soit un sujet en Polynésie française, parce que c'est un sujet, et je pense qu'il y a des habitants de Polynésie française parmi le live, c'est un sujet qui est évidemment très actuel, très politique, très discuté. Donc ça, effectivement, je m'y attendais à ce qu'il y ait une réaction. Je m'attendais moins à la réaction internationale et je m'attendais moins, on va dire, à effectivement cette cacophonie politique qui s'est déroulée suite à la publication de notre enquête. Je prends juste 2 minutes, Geoffrey, pour rappeler un truc. C'est que Dominique Saurin, le haut-commissaire à la Polynésie française, a soutenu que nous n'avions pas publié nos données aussi issues de l'enquête. C'est d'ailleurs un des éléments de sa communication. C'est-à-dire, regardez, ces journalistes, ils disent des choses, ils n'ont même pas publié les chiffres, voilà, c'est scandaleux, tout est caché. Je tiens à rappeler que l'article de Sébastien a été soumis le 9 mars. Encore une fois, la date de publication fait foi sur le site où il a été publié. Donc, je laisse libre à chacun d'aller vérifier cet élément et de voir ce qui a été fait ou pas fait par les auteurs de cette enquête, à savoir les gens qui vous parlent aujourd'hui. Alors, Cécile Labruni, on va passer... la question précédente vous concernait, hein, parce qu'on parlait du CIVEN. Vous êtes avocate au bureau de Paris, vous êtes avocate au sein du cabinet Topalov Tessonnière, Laforgue et Andrieux et Associés. Voilà, j'ai réussi à tout faire. Vous travaillez depuis plusieurs années aux côtés des vétérans des essais nucléaires.
Aujourd'hui, on estime alors, les chiffres sont de l'ordre de 150 000 personnels militaires et civils qui ont travaillé au sein du Centre des expérimentations du Pacifique sur l'ensemble des essais nucléaires, hein, il me semble de 66 à 96. C'est énormément de personnes, qui ont été exposées sûrement à la radioactivité dans le cadre de leur travail. Donc, Cécile, première question, vous qui avez travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années, est-ce que cette enquête vous a appris quelque chose ou rien du tout? Sentez-vous libre. Alors, ce qui est intéressant justement dans ce combat qu'on mène depuis quelques décennies maintenant, presque 20 ans, c'est justement cette capacité de découvrir des choses qui ne faiblit pas. Mais il faut avoir conscience du fait qu'on part de rien aussi, c'est qu'on part de témoignages, on part de l'histoire convergente de personnes qui, il y a plusieurs décennies, 40, parfois 60 ans, ont passé quelques mois, parfois 2 ans, 3 ans sur des sites d'expérimentation et qui rapportent singulièrement la même histoire, que ce soit dans le Sahara ou en Polynésie française, d'une expérience où ils ont été, sans le savoir, catapultés dans des zones qui étaient plutôt réjouissantes en ce qui concerne la Polynésie, en tous les cas exotiques, et qu'ils ont découvert justement sur place quand ils allaient participer à des campagnes d'essai, et relativement innocemment. Et donc de rappeler le fait qu'il n'y avait pas de moyens de protection, pas d'examen pour la plupart particuliers. Et donc finalement on part de ces témoignages sans avoir finalement l'élément scientifique qui nous a été qui était classifié, donc caché, et on découvre en effet au fur avec une régularité très espacée, je dirais, de nouveaux éléments qui peuvent je l'espère, permettre une amélioration de l'examen de leurs droits. Est-ce que vous pensez que ça va faire changer quelque chose sur le processus d'indemnisation? Alors pour l'instant, malheureusement, on a l'impression que l'État n'a pas vraiment envie de changer grand-chose. On le voit, hein, ce que disaient Thomas et Sébastien, potentiellement 110 000 personnes qui développeraient une des maladies radio-induites pourraient demander réparation à l'État. Donc on imagine plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est seulement 63 Polynésiens qui ont été indemnisés par l'État. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose du côté des vétérans comme des populations civiles? Votre micro, maître Labonnie. Pardon. Vous m'entendez? Donc, je disais qu'en effet, ce sera à voir dans les faits, dans l'exercice concret des demandes d'indemnisation auprès du CIVEN d'une part, et puis devant les juridictions administratives. Faut comprendre que depuis quelques années déjà, l'État français a mis en place un système d'indemnisation qui est censé faciliter l'accès à la reconnaissance du statut de victime et donc à l'indemnisation. Alors après, dans les faits, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais en réalité, sous certaines conditions, des personnes qui ont sévi sur des sites à des périodes bien déterminées, qui sont atteintes d'un des 23 cancers qui sont dans la liste des maladies radio-induites, bénéficient de ce qu'on appelle la présomption de causalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à prouver que leur maladie est en lien avec leur exposition au rayonnement ionisant. En revanche, le CIVEN, et avant lui le ministère de la Défense, peut tenter de renverser cette présomption, mais il lui appartient, dans ce cas-là, d'apporter la preuve de ce que la maladie n'est pas en lien avec. Alors, cette preuve a varié avec le temps. On est sur un exercice d'une loi qui a une histoire assez complexe, mais aujourd'hui, pour refuser d'indemniser une victime, le CIVEN doit établir que l'intéressé n'a
pas pu être exposé à une dose, a été exposé plutôt à une dose inférieure à 1 millisievert. On revient à cette dose efficace qui a été évoquée précédemment. Donc, il n'appartient pas à la victime ou alors à sa famille de prouver qu'elle a été exposée à cette dose, mais au CIVEN d'établir que dans le cadre de son affectation, l'intéressé a été exposé à une dose inférieure à 1 millisievert par an. Et ce qui est important, c'est comment établir cette mesure. Et c'est là où en effet le bas blesse, c'est que les personnes, ces personnes-là, dans la très grande majorité, n'ont pas bénéficié de surveillance. On parlait des risques d'exposition au rayonnement donc externe, donc les radiations. On parlait également des conditions d'exposition interne, donc la contamination par inhalation ou ingestion. Tout cela, ça se mesure. Et ça se mesure individuellement. Or, à l'époque, à nouveau, la plupart de ces personnes n'ont pas bénéficié de ces mesures qu'on appelle des examens radiobiologiques, qui sont soit par le biais des analyses des selles, soit par le biais des analyses d'urine ou un examen au nom barbare d'anthropogamma spectrométrie. Tous ces examens-là n'ont que très ou trop rarement été mis en œuvre. Et dès lors, le CIVEN s'appuie sur des données très générales, sur des rapports qui ont été évoqués, le rapport du CEA de 2006. On nous oppose aussi, outre ce rapport, le fait qu'un rapport d'experts de l'AIEA aurait validé ce rapport. Mais tout cela, ce sont des données déjà générales et il est difficile finalement d'opposer aux victimes des données qui ne sont pas individuelles. Donc, nécessairement, ce type de résultats d'enquête qui aboutissent à remettre en cause ces données générales telles qu'elles nous sont opposées devrait être, en tous les cas, permettre de disqualifier, en tous les cas, de remettre en question les affirmations du CIVEN lorsqu'ils disent dans la mesure, vous n'avez pas bénéficié de surveillance médicale parce que, compte tenu de votre poste, vous n'avez pas pu être exposé à un risque. Et de toute façon, les données telles qu'elles sont, elles ont été calculées, recalculées ou estimées par le CEA. On a des petits problèmes de son. Thomas, coupe ton micro parce que je vois qu'il n'est pas coupé. Je vois aussi sur... Et Cécile, reprenez. On ne vous entendait pas. À vous. Vous m'entendez? Oui, alors oui, il faut qu'on vous dise où reprendre, mais on était sur la difficulté. Sur les rapports plus CEA et la validation de l'AIEA. Oui, la difficulté, c'est qu'en l'absence de données individuelles, le CIVEN nous oppose les résultats de ces rapports du CEA, en soutenant d'ailleurs que ce rapport de l'AIEA valide ces calculs. On a vu que de validation, il n'y en avait pas puisque l'AIEA n'avait pas étudié ou eu accès aux données sources, mais uniquement aux rapports. Et ce que permet ce type d'enquête, en tous les cas les résultats de ce type d'enquête, c'est justement de remettre en question, de questionner et de fragiliser les affirmations du CIVEN, puisque ce sont des affirmations qui ne sont pas confirmées, validées par des examens spécifiques pour chaque personne. Dans la mesure où on oppose un refus à une personne, il faudra à minima qu'on puisse produire des données individuelles propres à cette personne, ce qui n'est souvent pas le cas. Il y a une question qui me vient naturellement, j'ai envie de dire pourquoi l'indemnisation de toute personne qui
a été présente, et je parle là pour les vétérans, mais aussi pour les gens présents en Polynésie, qui développeraient une des 23 maladies radio-induites ne serait pas tout simplement automatique, en fait, sans devoir passer devant le CIVEN. Voilà, ma question est peut-être naïve. Hein. Alors, en réalité, c'est le seul raisonnement qui vaille, c'est-à-dire que lorsqu'il est question de pathologies qu'on appelle sans signature, c'est-à-dire pour lesquelles on ne peut pas établir un lien certain avec une cause donnée, le seul raisonnement qui peut permettre en effet d'aboutir à une reconnaissance, à une indemnisation, c'est ce qu'on appelle la présomption de causalité. C'est ce qui est mis en place dans les tableaux de maladies professionnelles, avec des conditions beaucoup plus souples que celles qui existent, ce qui a été mis en place pour le CIVEN. Ça signifie qu'à partir du moment où on remplit en effet les conditions liées à la maladie et la nature au temps d'exposition, on présume que la maladie est en lien et donc ça ouvre droit à une indemnisation. Alors, le législateur n'a pas fait, en l'occurrence, au-delà du législateur, le ministre de la Défense, lorsqu'il a mis en place ce système d'indemnisation, n'a pas fait le choix d'une présomption qu'on qualifierait d'irréfragable, mais a fait ce choix qui demeure contestable, de permettre, alors au départ au ministère de la Défense, mais maintenant au CIVEN, qui est depuis quand même quelques années une autorité administrative indépendante, de renverser cette présomption. Alors, je ne doute pas qu'il y ait des motifs économiques derrière, mais qui, à mon sens, compte tenu du nombre de demandes qui sont soumises à ce comité, ne me paraît pas justifié, puisque vous évoquez le nombre de 150 000 appelés, sans compter bien entendu la population civile. Le nombre de demandes qui sont soumises au CIVEN depuis 2010, je crois, sont de l'ordre de 2000 demandes d'instruites. Donc, on est bien loin de l'effet de vague de demandes indemnitaires. Alors, oui, vous l'évoquez, hein, on a ce chiffre impressionnant, alors il est encore plus impressionnant jusqu'en 2018, où je crois que c'est 98% ou 2017 de refus du CIVEN, de refus de dossiers qui sont déposés, donc c'est énorme et c'est démotivant. On l'imagine. Il y a une question qui apparaît dans le chat et qui fait écho à des témoignages qu'on reçoit depuis quelques jours à Disclose et que vous pouvez continuer à nous envoyer sur contact@disclose.ngo. On reçoit pas mal de témoignages de gens qui nous disent qui ne retrouvent plus les dossiers médicaux. Et j'ai cette question, mais que faire quand le dossier médical a été détruit suite à un décès qui date de plus de 25 ans? Le CIVEN demande beaucoup de choses. Alors. Oui, alors, les pathologies. Donc, ce que demande le CIVEN, c'est d'établir de quelle pathologie l'intéressé était atteint, en l'occurrence un cancer primitif. Et on rencontre parfois des difficultés pour retrouver le dossier médical dans les cas les plus anciens, s'ils ont été détruits, pour établir le caractère originaire de la pathologie. Mais je dirais ça fait partie des difficultés, mais pour le coup, il n'est pas totalement déraisonnable de demander un minimum aux personnes qui font une demande de reconnaissance et d'indemnisation. Mais il y a, à côté de ça, il y a des démarches à entreprendre. On fait toujours le maximum pour tenter justement d'obtenir ces éléments, que ce soit, alors il y a le médecin traitant, il y a l'hôpital, il y a les archives qui peuvent, enfin, on est parfois surpris par ce qu'on peut retrouver avec un peu d'acharnement. Alors, on va prendre une dernière question qui vous concerne toujours et qui définit, alors c'est Cossack, qui demande qui définit le niveau d'indemnisation et sait-on quel est le pourcentage des personnes ayant séjourné qui ont développé un cancer? Alors, je pense que pour la deuxième, ça va être plus compliqué de donner des informations. Et pour la première, oui, qui définit le niveau d'indemnisation et comment en quelque sorte?
Alors, le niveau d'indemnisation, il est déterminé par le CIVEN qui a mis en place une méthodologie d'indemnisation avec un barème d'indemnisation qui dépend de plusieurs facteurs. Quand le CIVEN accepte de reconnaître le droit à réparation, il procède à une mesure d'expertise, désigne un médecin expert qui va évaluer les préjudices en fonction de certains critères médico-légaux. Et puis, il y a aussi les tribunaux, parce que lorsque le CIVEN refuse l'indemnisation, on porte le contentieux, et c'est vrai que ce contentieux a été porté massivement à partir du début des années 2010, donc à partir de la mise en œuvre du dispositif légal. Et là, chaque juridiction apprécie souverainement le niveau d'indemnisation qui est censé être satisfactoire au titre de l'indemnisation des préjudices. Alors, ce qui est regrettable, c'est que c'est un système d'indemnisation qui n'a toujours pas prévu d'ailleurs d'indemniser les préjudices subis, on va dire, par ricochet par les proches. C'est-à-dire, puisqu'on est quand même confronté malheureusement à beaucoup de personnes qui décèdent des suites de ces pathologies, le législateur, contrairement à tous les autres systèmes d'indemnisation d'ailleurs, refuse, enfin en tous les cas, n'a pas fait droit à une demande de reconnaissance des préjudices subis par les veuves, les enfants, les petits-enfants, qui sont nécessairement victimes aussi à la suite de la maladie, malheureusement du décès. Donc on voit que c'est un système qui est encore soumis à pas mal de critiques, que ce soit pour les victimes directes ou pour les victimes par ricochet. Et en ce qui concerne la deuxième question, qui est le pourcentage, en effet, c'est extrêmement difficile dans la mesure où, comme on est sur une plage de temps extrêmement étendue, puisque les premiers tirs sont dans les années 60, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont probablement décédées depuis, dont la famille ne maîtrise pas l'histoire et ne font pas forcément le lien entre la pathologie et un séjour lorsque l'intéressé avait 18-20 ans sur les sites des essais nucléaires. Donc, en effet, les pourcentages ne sont pas forcément révélateurs. Ok, merci. Alors, il y a dans ces questions, alors je vois une question de Damien. On va arriver vers la fin de ce live. On va prendre cette question qui est sur, je pense que Sébastien ou Thomas, elle vous concerne. Le taux d'incidence des cancers de la thyroïde est très élevé dans tout le Pacifique insulaire. Les enquêteurs pensent-ils que c'est lié aux expérimentations atomiques américaines, britanniques et françaises qui représentent, sauf erreur, au total plus de 11 000 fois la puissance de la bombe Hiroshima? Alors, Thomas ou Seb? Moi. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question, encore une fois. Et je ne suis pas non plus épidémiologiste, donc je n'ai pas étudié cette question sous cet angle-là. Mais il est extrêmement difficile de répondre à ces questions pour plusieurs raisons. Une, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement quelle a été l'exposition réelle des personnes de manière assez précise. Numéro 2, les registres des cancers en place à l'époque ne sont pas toujours assez robustes. C'est compliqué de savoir exactement qui a eu quelle pathologie, quand et si les gens sont décédés ou pas. Et surtout dans le cas de la thyroïde, généralement on ne décède pas. Donc souvent les enquêteurs épidémiologistes, ils peuvent retrouver dans les certificats de décès un type de cancer en particulier. Ce ne sera pas forcément le cas avec la thyroïde parce qu'on n'en décède pas toujours. Et puis encore une fois, en fait, généralement les populations qui sont touchées sont les populations qui le relativement faible nombre d'habitants. Donc c'est extrêmement difficile avec les doses qui sont reçues d'avoir un signal statistique fort. Pour dire qu'il y a une causalité. Nous, ce qui a été intéressant dans notre enquête aujourd'hui, c'est que Thomas, du côté journalistique, et là il peut le redire, mais il a pu avoir accès à un document qui a été ensuite publié par Disclose, où là, apparemment, donc, le gouvernement polynésien, en interne, pour la Polynésie,
reconnaît que pour certaines îles, notamment pour l'archipel des Gambiers par exemple, il y a un taux de cancer de la thyroïde qui est élevé. Et non, je ne sais plus exactement ce que c'est la citation exacte, mais il y a peu de doute sur le fait que ce soit dû aux essais, quoi. Thomas, si tu peux confirmer ça. Tu confirmes, Thomas? Ça marche là? Ouais, ça marche là? Attends 2 minutes. Là, ça marche. Ok. Oui, c'est ce que dit ce document, effectivement. Après, je pense qu'il faut bien avoir en balance, effectivement, l'élément que dit Sébastien, et d'ailleurs, qui est un élément qui a été avancé par un rapport de l'INSERM, qui a été publié juste avant notre enquête, qui dit que la cohorte, effectivement, enfin la cohorte, c'est-à-dire le groupe de la population qu'on aimerait étudier dans le cadre d'une enquête épidémiologique, n'est pas suffisamment importante. Les effectifs ne sont pas suffisamment grands pour observer des régularités. Donc ça, c'est une partie de la réponse. En revanche, ce dont on est à peu près sûr quand même, c'est que la radioactivité, c'est pas top pour les cancers. Donc on va dire, on ne peut pas le lier définitivement à ça. Effectivement, il n'y a pas d'accord scientifique en la matière. En revanche, effectivement, il y a une incidence sur certaines pathologies qui est connue. Et comme disait Sébastien, effectivement, et comme disait Maître Labruni, c'est que c'est des maladies sans signature, donc elles sont multifactorielles par définition. Donc, voilà. Alors, pour conclure ce live qu'on a dépassé, mais finalement pas tellement en termes de durée, il y a une dernière question qu'on va prendre. Quelles sont les étapes suivantes de Julien? Quelles sont les étapes suivantes de ce que vous espérez maintenant que ces révélations ont été rendues publiques? Poursuite des calculs au fur et à mesure, des publications d'archives, indemnisation des victimes, aveu officiel, c'est une question. Donc, quelles sont les étapes suivantes que vous espérez? Je parle notamment à Thomas, Sébastien et Sadvana. Et si tu veux répondre sur quelle est ton attente après cette publication, allez, on va commencer par toi. Si tu te sens de parler, tu peux le faire en anglais. If I can probably answer it in English. I think it's good that you could. Tu n'as pas entendu ma question. Ton écho. Yes. So, if I understood the question right, what are the expectations after the project and how we want to proceed after that? Is that correct? Yes. I think for us it's really important to work with the cases of ecocide and, as we mentioned before, underreported cases. As Interpret, we campaign for the ecocide to be recognized as a crime, as an international crime. So we work along those lines, and the Mururoa Files is a part of our bigger engagement with the Pacific and further projects that look into environmental justice, social justice, violation of human rights in the area. So in a way, it is part of the bigger agenda, and it informs other projects we do. And specifically, this project Mururoa Files, it's been quite unique in terms of the methods that we have developed and the collaborations. So I think we definitely want to bring it forward because we believe in transdisciplinary approach at looking at these issues, because the issues are so complex. You do need other disciplines to look from different points of view, such as journalism, science, and others. So I think we definitely want to develop those methods further and to continue our engagement in the Pacific. Thanks. Sébastien, si tu peux faire une traduction rapide et puis toi aussi donner ton avis. Oui, donc Svetlana on dit que donc l'interprète va continuer son travail sur, on va dire, ils sont spécialistes surtout de la zone Pacifique, et que donc le projet qu'on a fait aujourd'hui tous ensemble, ça va influencer bien sûr ce qu'ils vont faire par la suite sur d'autres thématiques environnementales, d'autres types de pollution et d'autres communautés qui ont été affectées par
par des potentiels crimes environnementaux. Et donc, moi, je leur souhaite en tout cas de bonne continuation là-dessus, parce qu'ils ont fait quand même un travail assez exceptionnel avec nous. Hein. Enfin, on a fait tous ensemble ce travail et on est vraiment fiers du résultat. De mon côté, donc aujourd'hui, on a publié cette plateforme, l'enquête a été publiée, on a le livre, bien sûr, Toxique, et on a, donc j'ai créé un premier article scientifique avec Nabil, l'interprète, mais aussi avec une jeune chercheuse en histoire et en droit aux États-Unis, et donc on va essayer d'amener ce papier jusqu'au bout, de le faire publier pour faire entériner un petit peu nos résultats principaux sur ces données, les reconstructions de doses et l'impact que ça a sur le processus d'indemnisation. J'espère que le travail qu'on a fait aujourd'hui sur la France, en fait, il va aussi inspirer d'autres à mener ces travaux sur d'autres pays qui ont aussi mené des essais nucléaires sur d'autres communautés. Hein, que ce soit, on a les États-Unis aux îles Marshall, on a l'Angleterre, que ce soit en Australie ou dans les îles Kiribati, la Chine, c'est les populations ouïghours, par exemple. Enfin, donc il y a d'autres endroits, on va dire, dans la sphère recherche nucléaire. Tous les outils qu'on a développés pour le transport des particules et le calcul des retombées, je vais faire tout pour qu'ils soient disponibles pour les chercheurs, la communauté scientifique, qui puissent être appliqués à d'autres sujets. On modélisera peut-être quelques autres essais français, on verra. Mais ouais, j'ai hâte surtout de voir l'impact que ça va avoir dans le processus d'indemnisation, hein, pour les gens qui se sont fait exposer et qui ont été parfois contaminés de manière forte, qu'on puisse les reconnaître enfin comme victimes et qu'ils puissent obtenir la justice qu'on leur doit. Et donc ça, j'espère aussi que Maître Lavironi et d'autres avocats vont pouvoir utiliser tout ça et pouvoir amener nos résultats et puis cette enquête et s'enrichir, on va dire, de ça pour leur réquisitoire et pour amener tout ça devant le CIVEN, bien sûr, et puis dans les tribunaux si il le faut. Merci Sébastien. Thomas, un dernier mot rapide par rapport à la question qui était de suite, de sa révélation. Ouais, du coup, ton micro, est-ce que je m'entends? Non, moi, je partage évidemment tout ce qui a été dit. Moi, j'ai deux souhaits principaux. Je pense qu'à la fin de notre livre, ce qu'on disait, c'est qu'on avait envie effectivement que la société civile polynésienne aussi prenne ce travail, c'est-à-dire qu'on a un peu agi comme des passeurs de savoir d'une certaine manière. J'aime la métaphore parce que j'ai beaucoup bossé sur l'immigration, donc j'aime bien les passeurs. Mais disons que je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'on a essayé de rendre disponible une connaissance. D'ailleurs, il faut rappeler qu'un des buts de ce projet était aussi de publier tous les documents déclassifiés sur la plateforme. Ils sont évidemment tous disponibles et libre à chacun d'aller voir et essayer de se frotter à ça. Donc je pense qu'il y a une envie que la société civile polynésienne et aussi que les vétérans s'en saisissent évidemment. Parce qu'il ne faut pas les oublier, les vétérans tant de l'armée française, mais aussi du CEA, puisqu'il y en a. Je pense que c'est la première chose. Et je pense que ce que nous soulève aussi notre enquête, c'est une difficulté à l'information pour toute une partie de gens quand on vient à des activités clés de l'État et la difficulté de faire reconnaître ses responsabilités. Et évidemment, je pense que moi, ce que j'aimerais, c'est que, mais encore une fois, c'est un vœu pieux, j'aimerais que l'État ouvre ses archives, et je pense que ce serait quelque chose de souhaitable, et pas uniquement les archives de l'armée, aussi les archives du CEA. Puisque, encore une fois, il ne faut pas oublier que dans cette histoire, qu'on a essayé de brosser assez rapidement, mais c'est un hydre à deux têtes. Je veux dire, ce n'est pas uniquement l'armée qui a fait ces essais-là, le commissariat à l'énergie atomique était partie prenante. Donc je pense qu'effectivement, c'est un combat, et c'est un combat d'ailleurs qui est mené par des historiens et qui a été mené, encore une fois, par les associations qui ont porté ce combat, effectivement, l'Obsarm, l'AVEN, Aurora et Tato, qu'il faut rappeler, qui ont mené ce combat, et encore une fois, sans qui on n'aurait pas pu travailler avec les documents que l'on a eus. Voilà. Donc, que les gens se saisissent de ce sujet, et deux, que l'État fasse un geste pour rendre visible ce qui n'a longtemps pas été.
Merci Cécile. Est-ce que vous avez un petit mot, je sais pas sur l'impact de l'enquête, mais sur les suites un peu à venir sur ces questions, notamment d'indemnisation? Bah, les suites sont immédiates, hein, des audiences, il y en a toutes les semaines, des décisions de rejet, alors heureusement pas toutes les semaines, mais tous les mois. Alors il y a davantage de décisions favorables hein, qu'au début. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu quand même des progrès depuis 2010, puisque on est passé de 98% de refus à un peu moins de 50%. Donc en effet, de toute façon, oui, les suites sont immédiates. On aura la possibilité justement d'évoquer les résultats de cette enquête devant les juridictions assez rapidement. Ben, écoutez, merci à vous tous, merci d'avoir participé à ce premier grand live en ligne. Voilà, c'est une enquête de 2 ans hein, qui a nécessité le travail d'une dizaine de personnes au total. Tout le monde ne pouvait pas être là. On pense notamment à tous ceux qui ont travaillé sur le site morora.fai.org. J'ai remis les liens dans le chat. Donc Interprète, merci à ce travail exceptionnel qui a été fait par Interprète. Je vous invite à aller voir cette plateforme et ses modélisations. Si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez aussi retrouver sur le site de Disclose l'ensemble des articles liés à l'enquête. Vous pouvez également retrouver les vidéos que l'on a réalisées sur l'essai Centaure. Il y a aussi ce livre en librairie, comme on vous l'a dit, Toxique. Alors à l'écran, ça apparaît à l'envers aux éditions Presse Universitaire de France, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies dès demain. Et en Polynésie aussi, vous pouvez, en Polynésie, on nous l'a demandé, les commander directement auprès de votre libraire s'il ne l'a pas. Encore une fois, merci. Vous le savez, l'enquête toxique et les enquêtes de Disclose sont en accès libre sur son site. Cet accès libre sans publicité et ce média sans actionnaire ne vit que par vos dons. Donc, on vous remercie de votre soutien. Merci encore à tous les intervenants. Bonne soirée. À très bientôt pour un prochain grand live Disclose. Au revoir. Au revoir. Au revoir.